Jeanne, ayant fini ses malles, s'approcha de la fenêtre, mais la pluie ne cessait pas. L'averse, toute la nuit, avait sonné contre les carreaux et les toits. Le ciel, bas et chargé d'eau, semblait crever, se vidant sur la terre, la délayant en bouillie, la fondant comme du sucre. Des rafales passaient, pleines d'une chaleur lourde. Le ronflement des ruisseaux débordés emplissait les rues désertes, où les maisons, comme des éponges, buvaient l'humidité qui pénétrait tout dedans et faisait suer les murs de la cave au grenier. Jeanne sortit la veille du couvent, libre enfin pour toujours, prête à saisir tous les bonheurs de la vie dont elle rêvait depuis si longtemps, craignait que son père hésitât à partir si le temps ne s'éclaircissait pas, et pour la 100e fois depuis le matin, elle interrogeait l'horizon. Puis elle s'aperçut qu'elle avait oublié de mettre son calendrier dans son sac de voyage. Elle cueillit sur le mur le petit carton divisé par mois et portant au milieu d'un dessin la date de l'année courante, 1819 en chiffres d'or. Puis elle biffa à coups de crayon les 4 premières colonnes, rayant chaque nom de saint jusqu'au 2 mai, jour de sa sortie du couvent. Une voix derrière la porte appela « Jeannette !» Jeanne répondit « Entre, papa !» Et son père parut. Le baron Simon-Jacques Le Pertuis des Vaux était un gentilhomme de l'autre siècle, maniaque et bon. Disciple enthousiaste de Jean-Jacques Rousseau, il avait des tendresses d'amant pour la nature, les champs, les bois, les bêtes. Aristocrate de naissance, il haïssait par instinct 93. Mais philosophe par tempérament et libéral par éducation, il exécrait la tyrannie d'une haine inoffensive et déclamatoire. Sa grande force et sa grande faiblesse, c'était la bonté. Une bonté qui n'avait pas assez de bras pour caresser, pour donner, pour étreindre. Une bonté de créateur, éparse, sans résistance, comme l'engourdissement d'un nerf de la volonté, une lacune dans l'énergie, presque un vice. Homme de théorie, il méditait tout un plan d'éducation pour sa fille, voulant la faire heureuse, bonne, droite et tendre. Elle était demeurée jusqu'à 12 ans dans la maison, puis malgré les pleurs de la mère, elle fut mise au Sacré-Cœur. Il l'avait tenue là sévèrement enfermée, cloîtrée, ignorée et ignorante des choses humaines. Il voulait qu'on la lui rendît chaste à 17 ans pour la tremper lui-même dans une sorte de bain de poésie raisonnable. Et par les champs, au milieu de la terre fécondée, ouvrir son âme, dégourdir son ignorance à l'aspect de l'amour naïf, des tendresses simples des animaux, des lois sereines de la vie. Elle sortait maintenant du couvent, radieuse, pleine de sève et d'appétit de bonheur, prête à toutes les joies, à tous les hasards charmants que, dans le désœuvrement des jours, la longueur des nuits, la solitude des espérances, son esprit avait déjà parcouru. Elle semblait un portrait de Véronèse, avec ses cheveux d'un blond luisant qu'on aurait dit avoir déteint sur sa chair, une chair d'aristocrate à peine nuancée de rose, ombrée d'un léger duvet, d'une sorte de velours pâle qu'on apercevait un peu quand le soleil la caressait. Ses yeux étaient bleus, de ce bleu opaque qu'ont ceux des bonshommes en faïence de Hollande. Elle avait sur l'aile gauche de la narine un petit grain de beauté, un autre à droite sur le menton où frisaient quelques poils si semblables à sa peau qu'on les distinguait à peine. Elle était grande, mûre de poitrine, ondoyante de la taille. Sa voix nette semblait parfois trop aiguë, mais son rire franc jetait de la joie autour d'elle. Souvent, d'un geste familier, elle portait ses 2 mains à ses tempes, comme pour lisser sa chevelure. Elle courut à son père et l'embrassa en l'étreignant. « Eh bien, partons-nous » dit-elle. Il sourit, secoua ses cheveux déjà blancs et qu'il portait assez longs, et tendant la main vers la fenêtre. « Comment veux-tu voyager par un temps pareil ?» Mais elle le priait, câline et tendre. « Oh, papa, partons, je t'en supplie. Il fera beau dans l'après-midi. »« Mais ta mère n'y consentira jamais. »« Si, je te le promets, je m'en charge. »« Si tu parviens à décider ta mère, je veux bien, moi. » Et elle se précipita vers la chambre de la baronne, car elle avait attendu ce jour du départ avec une impatience grandissante. Depuis son entrée au Sacré-Cœur, elle n'avait pas quitté Rouen, son père ne permettant aucune distraction avant l'âge qu'il avait fixé. 2 fois seulement, on l'avait emmenée 15 jours à Paris, mais c'était une ville encore, et elle ne rêvait que la campagne.
Elle allait maintenant passer l'été dans leur propriété des peuples, vieux château de famille planté sur la falaise près d'Yport. Et elle se promettait une joie infinie de cette vie libre au bord des flots. Puis il était entendu qu'on lui faisait don de ce manoir, qu'elle habiterait toujours lorsqu'elle serait mariée. Et la pluie, tombant sans répit depuis la veille au soir, était le premier gros chagrin de son existence. Mais au bout de 3 minutes, elle sortit en courant de la chambre de sa mère, criant par toute la maison « Papa, papa, maman veut bien, fais atteler !» Le déluge ne s'apaisait point. On eût dit même qu'il redoublait quand la calèche s'avança devant la porte. Jeanne était prête à monter en voiture lorsque la baronne descendit l'escalier, soutenue d'un côté par son mari et de l'autre par une grande fille de chambre, forte et bien découplée, comme un gars. C'était une Normande du pays de Caux qui paraissait au moins 20 ans, bien qu'elle en eût au plus 18. On la traitait dans la famille un peu comme une seconde fille, car elle avait été la sœur de lait de Jeanne. Elle s'appelait Rosalie. Sa principale fonction consistait d'ailleurs à guider les pas de sa maîtresse, devenue énorme depuis quelques années par suite d'une hypertrophie du cœur dont elle se plaignait sans cesse. La baronne atteignit, en soufflant beaucoup, le perron du vieil hôtel, regarda la cour où l'eau ruisselait et murmura « Ce n'est vraiment pas raisonnable ». Son mari, toujours souriant, répondit « C'est vous qui l'avez voulu, Madame Adélaïde ». Comme elle portait ce nom pompeux d'Adélaïde, il le faisait toujours précéder de Madame, avec un certain air de respect un peu moqueur. Puis elle se remit en marche et monta péniblement dans la voiture, dont tous les ressorts plièrent. Le baron s'assit à son côté, Jeanne et Rosalie prirent place sur la banquette à reculons. La cuisinière Ludivine apporta des masses de manteaux qu'on disposa sur les genoux, plus 2 paniers qu'on dissimula sous les jambes. Puis elle grimpa sur le siège à côté du père Simon et s'enveloppa d'une grande couverture qui la coiffait entièrement. Le concierge et sa femme vinrent saluer en fermant la portière. Ils reçurent les dernières recommandations pour les malles qui devaient suivre dans une charrette et on partit. Le père Simon, le cocher, la tête baissée, le dos arrondi sous la pluie, disparaissait dans son carrick à triple collet. La bourrasque gémissante battait les vitres, inondait la chaussée. La berline au grand trot des 2 chevaux dévala rondement sur le quai, longea la ligne des grands navires, dont les mâts, les vergues, les cordages se dressaient tristement dans le ciel ruisselant comme des arbres dépouillés. Puis elle s'engagea sur le long boulevard du mont Riboudet. Bientôt, on traversa les prairies. Et de temps en temps, un saule noyé. Les branches tombantes avec un abandonnement de cadavres se dessinaient gravement à travers un brouillard d'eau. Les fers des chevaux clapotaient et les 4 roues faisaient des soleils debout. On se taisait. Les esprits eux-mêmes semblaient mouillés comme la terre. Petite Mère, se renversant, appuya sa tête et ferma les paupières. Le baron considérait d'un œil morne les campagnes monotones et trempées. Rosalie, un paquet sur les genoux, songeait de cette songerie animale des gens du peuple. Mais Jeanne, sous ce ruissellement tiède, se sentait revivre, ainsi qu'une plante enfermée qu'on vient de remettre à l'air. Et l'épaisseur de sa joie, comme un feuillage, abritait son cœur de la tristesse. Bien qu'elle ne parlât pas, elle avait envie de chanter, de tendre au dehors sa main pour l'emplir d'eau qu'elle boirait. Et elle jouissait d'être emportée au grand trot des chevaux, de voir la désolation des paysages et de se sentir à l'abri au milieu de cette inondation. Et sous la pluie acharnée, les crocs luisants des 2 bêtes exhalaient une buée d'eau bouillante. La baronne, peu à peu, s'endormait. Sa figure, qu'encadraient 6 boudins réguliers de cheveux pendillants, s'affaissa peu à peu, mollement soutenue par les 3 grandes vagues de son cou, dont les dernières ondulations se perdaient dans la pleine mer de sa poitrine. Sa tête, soulevée à chaque aspiration, retombait ensuite. Les joues s'enflaient, tandis que, entre ses lèvres entr'ouvertes, passait un ronflement sonore. Son mari se pencha sur elle et posa doucement dans ses mains croisées sur l'ampleur de son ventre un petit portefeuille en cuir. Ce toucher la réveilla, et elle considéra l'objet d'un regard noyé, avec cet hébétement des sommeils interrompus. Le portefeuille tomba, s'ouvrit. De l'or et des billets de banque s'éparpillèrent dans la calèche. Elle s'éveilla tout à fait, et la gaieté de sa fille partit en une fusée de rire. Le baron ramassa l'argent et le lui posant sur les genoux. «
Voici, ma chère amie, tout ce qui reste de ma ferme d'Alto. Je l'ai vendue pour faire réparer les peuples où nous habiterons souvent désormais. » Elle compta 6 400 francs et les mit tranquillement dans sa poche. C'était la 9e ferme vendue ainsi, sur 31 que leurs parents avaient laissées. Ils possédaient cependant encore environ 20 000 livres de rente en terre qui, bien administrés, auraient facilement rendu 30 000 francs par an. Comme ils vivaient simplement, ce revenu aurait suffi s'il n'y avait eu dans la maison un trou sans fond toujours ouvert, la bonté. Elles tarissaient l'argent dans leurs mains comme le soleil tarit l'eau des marécages. Cela coulait, fuyait, disparaissait. Comment ? Personne n'en savait rien. À tout moment, l'un d'eux disait « Je ne sais comment cela s'est fait. J'ai dépensé 100 francs aujourd'hui sans rien acheter de gros. » Cette facilité de donner était, du reste, un des grands bonheurs de leur vie, et ils s'entendaient sur ce point d'une façon superbe et touchante. Jeanne demanda « Est-ce beau maintenant, mon château ?» Le baron répondit gaiement « Tu verras, fillette. » Mais peu à peu, la violence de l'averse diminuait. Puis ce ne fut plus qu'une sorte de brume, une très fine poussière de pluie voltigeant. La voûte des nuées semblait s'élever, blanchir. Et soudain, par un trou qu'on ne voyait point, un long rayon de soleil oblique descendit sur les prairies. Et les nuages s'étant fendus, le fond bleu du firmament parut. Puis la déchirure s'agrandit, comme un voile qui se déchire. Et un beau ciel pur, d'un azur net et profond, se développa sur le monde. Un souffle frais et doux passa, comme un soupir heureux de la terre. Et quand on longeait des jardins ou des bois, on entendait parfois le chant alerte d'un oiseau qui séchait ses plumes. Le soir venait, tout le monde dormait maintenant dans la voiture, excepté Jeanne. 2 fois, on s'arrêta dans des auberges pour laisser souffler les chevaux et leur donner un peu d'avoine avec de l'eau. Le soleil s'était couché, des cloches sonnaient au loin. Dans un petit village, on alluma les lanternes. Et le ciel aussi s'illumina d'un fourmillement d'étoiles. Des maisons éclairées apparaissaient de place en place, traversant les ténèbres d'un point de feu. Et tout d'un coup, derrière une côte, à travers des branches de sapin, la lune, rouge, énorme, et comme engourdie de sommeil, surgit. Il faisait si doux que les vitres demeuraient baissées. Jeanne, épuisée de rêves, rassasiée de visions heureuses, se reposait maintenant. Parfois, l'engourdissement d'une position prolongée lui faisait rouvrir les yeux. Alors, elle regardait au dehors, voyant de la nuit lumineuse passer les arbres d'une ferme, ou bien quelques vaches, çà et là, couchées en un champ, et qui relevaient la tête. Puis elle cherchait une posture nouvelle, essayait de ressaisir un songe ébauché, mais le roulement continu de la voiture emplissait ses oreilles, fatiguait sa pensée, et elle refermait les yeux, se sentant l'esprit courbaturé comme le corps. Cependant, on s'arrêta, des hommes et des femmes se tenaient debout devant les portières avec des lanternes à la main. On arrivait. Jeanne, subitement réveillée, sauta bien vite. Père et Rosalie, éclairés par un fermier, portèrent presque la baronne, tout à fait exténuée, geignant de détresse et répétant sans cesse d'une petite voix expirante « Ah, mon Dieu, mes pauvres enfants !» Elle ne voulut rien boire, rien manger, se coucha et tout aussitôt dormit. Jeanne et le baron soupèrent en tête-à-tête. Ils souriaient en se regardant, se prenaient les mains à travers la table. Et saisis tous deux d'une joie enfantine, ils se mirent à visiter le manoir réparé. C'était une de ces hautes et vastes demeures normandes tenant de la ferme et du château, bâties en pierre blanche devenue grise et spacieuse à loger une race. Un immense vestibule séparait en deux la maison et la traversait de part en part, ouvrant ses grandes portes sur les deux faces. Un double escalier semblait enjamber cette entrée, laissant vide le centre et joignant au premier ces deux montées à la façon d'un pont. Au rez-de-chaussée, à droite, on entrait dans le salon démesuré, tendu de tapisseries à feuillage où se promenaient des oiseaux. Tout le meuble, en tapisserie au petit point, n'était que l'illustration des fables de La Fontaine. Et Jeanne eut un tressaillement de plaisir en retrouvant une chaise qu'elle avait aimée, étant tout enfant, et qui représentait l'histoire du renard et de la cigogne.
À côté du salon s'ouvrait la bibliothèque, pleine de livres anciens, et 2 autres pièces inutilisées. À gauche, la salle à manger en boiserie neuve, la lingerie, l'office, la cuisine, et un petit appartement contenant une baignoire. Un corridor coupait en long tout le premier étage. Les 10 portes des 10 chambres s'alignaient sur cette allée. Tout au fond à droite était l'appartement de Jeanne. Ils y entrèrent. Le baron venait de le faire remettre à neuf, ayant employé simplement des tentures et des meubles restés sans usage dans les greniers. Des tapisseries d'origine flamande et très vieilles peuplaient ce lieu de personnages singuliers. Mais en apercevant son lit, la jeune fille poussa des cris de joie. Aux 4 coins, 4 grands oiseaux de chêne, tout noirs et luisants de cire, portaient la couche et paraissaient en être les gardiens. Les côtés représentaient 2 larges guirlandes de fleurs et de fruits sculptés. Et 4 colonnes finement cannelées, que terminaient des chapiteaux corinthiens, soulevaient une corniche de roses et d'amours enroulés. Il se dressait monumental et tout gracieux, cependant, malgré la sévérité du bois bruni par le temps. Le couvre-pied et la tenture du ciel de lit scintillaient comme 2 firmaments. Ils étaient faits d'une soie antique et d'un bleu foncé qu'étoilaient, par places, de grandes fleurs de lis brodées d'or. Quand elle l'eut bien admiré, Jeanne, élevant sa lumière, examina les tapisseries pour en comprendre le sujet. Un jeune seigneur et une jeune dame habillés en vert, en rouge et en jaune, de la façon la plus étrange, causaient sous un arbre bleu où mûrissaient des fruits blancs. Un gros lapin de même couleur broutait un peu d'herbe grise. Juste au-dessus des personnages, dans un lointain de convention, on apercevait 5 petites maisons rondes, aux toits aigus. Et là-haut, presque dans le ciel, un moulin à vent tout rouge. De grands ramages, figurant des fleurs, circulaient dans tout cela. Les 2 autres panneaux ressemblaient beaucoup au premier, sauf qu'on voyait sortir des maisons 4 petits bonhommes vêtus à la façon des Flamands et qui levaient les bras au ciel en signe d'étonnement et de colère extrême. Mais la dernière tenture représentait un drame. Près du lapin qui broutait toujours, le jeune homme étendu semblait mort. La jeune dame, le regardant, se perçait le sein d'une épée et les fruits de l'arbre étaient devenus noirs. Jeanne renonçait à comprendre quand elle découvrit dans un coin une bestiole microscopique que le lapin, s'il eût vécu, aurait pu manger comme un brin d'herbe. Et cependant, c'était un lion. Alors elle reconnut les malheurs de Pyrame et de Thisbé. Et quoiqu'elle sourit de la simplicité des dessins, elle se sentit heureuse d'être enfermée dans cette aventure d'amour qui parlerait sans cesse à sa pensée des espoirs chéris et ferait planer chaque nuit sur son sommeil cette tendresse antique et légendaire. Tout le reste du mobilier unissait les styles les plus divers. C'étaient ces meubles que chaque génération laisse dans la famille et qui font des anciennes maisons des sortes de musées où tout se mêle. Une commode Louis XIV, superbe, cuirassée de cuivres éclatants, était flanquée de 2 fauteuils Louis XV encore vêtus de leur soie à bouquet. Un secrétaire en bois de rose faisait face à la cheminée qui présentait sous un globe rond une pendule de l'Empire. C'était une ruche de bronze suspendue par 4 colonnes de marbre au-dessus d'un jardin de fleurs dorées. Un mince balancier sortant de la ruche par une fente allongée promenait éternellement sur ce parterre une petite abeille aux ailes d'émail. Le cadran était en faïence peinte et encadré dans le flanc de la ruche. Elle se mit à sonner 11 heures. Le baron embrassa sa fille et se retira chez lui. Alors Jeanne, avec regret, se coucha. D'un dernier regard, elle parcourut sa chambre et puis éteignit sa bougie. Mais le lit, dont la tête seule s'appuyait à la muraille, avait une fenêtre sur sa gauche, par où entrait un flot de lune qui répandait à terre une flaque de clarté. Des reflets rejaillissaient au mur, des reflets pâles caressant faiblement les amours immobiles de Pyrame et de Thisbé. Par l'autre fenêtre, en face de ses pieds, Jeanne apercevait un grand arbre tout baigné de lumière douce. Elle se tourna sur le côté, ferma les yeux, puis, au bout de quelque temps, les rouvrit. Elle croyait se sentir encore secouée par les cahots de la voiture dont le roulement continuait dans sa tête. Elle resta d'abord immobile, espérant que ce repos la ferait enfin s'endormir. Mais l'impatience de son esprit envahit bientôt tout son corps. Elle avait des crispations dans les jambes, une fièvre qui grandissait. Alors elle se leva
Et nu-pieds, nu-bras, avec sa longue chemise qui lui donnait l'aspect d'un fantôme, elle traversa la mare de lumière répandue sur son plancher, ouvrit sa fenêtre et regarda. La nuit était si claire qu'on y voyait comme en plein jour. Et la jeune fille reconnaissait tout ce pays, aimé jadis dans sa première enfance. C'était d'abord, en face d'elle, un large gazon, jaune comme du beurre, sous la lumière nocturne. 2 arbres géants se dressaient aux pointes devant le château, un platane au nord, un tilleul au sud. Tout au bout de la grande étendue d'herbe, un petit bois en bosquet terminait ce domaine, garanti des ouragans du large par 5 rangs d'ormes antiques, tordus, rasés, rongés, taillés en pente comme un toit par le vent de mer toujours déchaîné. Cette espèce de parc était borné à droite et à gauche par 2 longues avenues de peupliers démesurés, appelés peuples en Normandie, qui séparaient la résidence des maîtres des 2 fermes y attenant, occupées l'une par la famille Couillard, l'autre par la famille Martin. Ces peuples avaient donné leur nom au château. Au-delà de cet enclos s'étendait une vaste plaine inculte, semée d'ajoncs, où la brise sifflait et galopait jour et nuit. Puis, soudain, la côte s'abattait en une falaise de 100 mètres, droite et blanche, baignant son pied dans les vagues. Jeanne regardait au loin la longue surface moirée des flots qui semblaient dormir sous les étoiles. Dans cet apaisement du soleil absent, toutes les senteurs de la terre se répandaient. Un jasmin, grimpé autour des fenêtres d'en bas, exhalait continuellement son haleine pénétrante qui se mêlait à l'odeur plus légère des feuilles naissantes. De l'antrafale passait, apportant les saveurs fortes de l'air salin et de la sueur visqueuse des varechs. La jeune fille s'abandonna au bonheur de respirer, et le repos de la campagne la calma comme un bain frais. Toutes les bêtes qui s'éveillent quand vient le soir et cachent leur existence obscure dans la tranquillité des nuits emplissaient les demi-ténèbres d'une agitation silencieuse. De grands oiseaux qui ne criaient point fuyaient dans l'air comme des taches, comme des ombres. Des bourdonnements d'insectes invisibles effleuraient l'oreille. Des courses muettes traversaient l'herbe pleine de rosée ou le sable des chemins déserts. Seuls quelques crapauds mélancoliques poussaient vers la lune leurs notes courtes et monotones. Il semblait à Jeanne que son cœur s'élargissait, pleine de murmures comme cette soirée claire, fourmillant soudain de 1000 désirs rôdeurs, pareils à ces bêtes nocturnes dont le frémissement l'entourait. Une affinité l'unissait à cette poésie vivante. Et dans la molle blancheur de la nuit, elle sentait courir des frissons surhumains, palpiter des espoirs insaisissables, quelque chose comme un souffle de bonheur. Et elle se mit à rêver d'amour. L'amour, il l'emplissait depuis 2 années de l'anxiété croissante de son approche. Maintenant, elle était libre d'aimer. Elle n'avait plus qu'à le rencontrer, lui. Comment serait-il ? Elle ne le savait pas au juste et ne se le demandait même pas. Il serait lui, voilà tout. Elle savait seulement qu'elle adorerait de toute son âme et qu'il la chérirait de toute sa force. Il se promènerait par les soirs pareils à celui-ci, sous la cendre lumineuse qui tombait des étoiles. Ils iraient les mains dans les mains, serrés l'un contre l'autre, entendant battre leur cœur, sentant la chaleur de leurs épaules, mêlant leur amour à la simplicité suave des nuits d'été, tellement unis qu'ils pénétreraient aisément par la seule puissance de leur tendresse jusqu'à leurs plus secrètes pensées. Et cela continuerait indéfiniment dans la sérénité d'une affection indescriptible. Et il lui sembla soudain qu'elle le sentait là, contre elle. Et brusquement, un vague frisson de sensualité lui courut des pieds à la tête. Elle serra ses bras contre sa poitrine, d'un mouvement inconscient, comme pour étreindre son rêve. Et sur sa lèvre tendue vers l'inconnu, quelque chose passa qui la fit presque défaillir, comme si la laine du printemps lui donnait un baiser d'amour. Tout à coup, là-bas, derrière le château sur la route, elle entendit marcher dans la nuit. Et dans un élan de son âme affolée, dans un transport de foi à l'impossible, au hasard providentiel, au pressentiment divin, aux romanesques combinaisons du sort, elle pensa « si c'était lui ». Elle écoutait anxieusement le pas rythmé du marcheur, sûre qu'il allait s'arrêter à la grille pour demander l'hospitalité. Lorsqu'il fut passé, elle se sentit triste comme après une déception, mais elle comprit l'exaltation de son espoir et sourit à sa démence.
Alors, un peu calmée, elle laissa flotter son esprit au courant d'une rêverie plus raisonnable, cherchant à pénétrer l'avenir, échafaudant son existence. Avec lui, elle vivrait ici, dans ce calme château qui dominait la mer. Elle aurait sans doute 2 enfants, un fils pour lui, une fille pour elle. Elle les voyait courant sur l'herbe, entre le platane et le tilleul, tandis que le père et la mère les suivraient d'un œil ravi, en échangeant par-dessus leur tête des regards pleins de passion. Et elle resta longtemps, longtemps, à rêvasser ainsi, tandis que la lune, achevant son voyage à travers le ciel, allait disparaître dans la mer. L'air devenait plus frais. Vers l'Orient, l'horizon pâlissait. Un coq chanta dans la ferme de droite. D'autres répondirent dans la ferme de gauche. Leurs voix enrouées semblaient venir de très loin à travers la cloison des poulaillers. Et dans l'immense voûte du ciel, blanchie insensiblement, les étoiles disparaissaient. Un petit cri d'oiseau s'éveilla quelque part. Des gazouillements timides d'abord sortirent des feuilles. Puis ils s'enhardirent, devinrent vibrants, joyeux, gagnant de branche en branche, d'arbre en arbre. Jeanne soudain se sentit dans une clarté, et levant la tête qu'elle avait cachée en ses mains, elle ferma les yeux, éblouie par le resplendissement de l'aurore. Une montagne de nuages empourprés, cachés en partie derrière une grande allée de peuple, jetait des lueurs de sang sur la terre réveillée. Et lentement, crevant les nuées éclatantes, criblant de feu les arbres, les plaines, l'océan, tout l'horizon, l'immense globe flamboyant parut. Et Jeanne se sentait devenir folle de bonheur, une joie délirante, un attendrissement infini devant la splendeur des choses noya son cœur qui défaillait. C'était son soleil, son aurore, le commencement de sa vie, le lever de ses espérances. Elle tendit les bras vers l'espace rayonnant avec une envie d'embrasser le soleil. Elle voulait parler, crier, quelque chose de divin comme cette éclosion du jour. Mais elle demeurait paralysée dans un enthousiasme impuissant. Alors, posant son front dans ses mains, elle sentit ses yeux pleins de larmes et elle pleura délicieusement. Lorsqu'elle releva la tête, le décor superbe du jour naissant avait déjà disparu. Elle se sentit elle-même apaisée, un peu lasse, comme refroidie. Sans fermer sa fenêtre, elle alla s'étendre sur son lit, rêva encore quelques minutes et s'endormit si profondément qu'à 8 heures, elle n'entendit point les appels de son père et se réveilla seulement lorsqu'il entra dans sa chambre. Il voulait lui montrer l'embellissement du château, de son château. La façade qui donnait sur l'intérieur des terres était séparée du chemin par une vaste cour plantée de pommiers. Ce chemin, dit vicinal, courant entre les enclos des paysans, joignait une demi-lieue plus loin la grande route du Havre à Fécamp. Une allée droite venait de la barrière de bois jusqu'au perron. Les communs petits bâtiments en cailloux de mer coiffés de chaumes s'alignaient des 2 côtés de la cour, le long des fossés des 2 fermes. Les couvertures étaient refaites à neuf. Toute la menuiserie avait été restaurée, les murs réparés, les chambres retapissées, tout l'intérieur repeint. Et le vieux manoir terni portait comme des taches ses contrevents frais d'un blanc d'argent et ses replâtrages récents sur sa grande façade grisâtre. L'autre façade, celle où s'ouvrait une des fenêtres de Jeanne, regardait au loin la mer par-dessus le bosquet et la muraille d'orme rongée du vent. Jeanne et le baron, bras dessus, bras dessous, visitèrent tout, sans omettre un coin. Puis ils se promenèrent lentement dans les longues avenues de peupliers qui enfermaient ce qu'on appelait le parc. L'herbe avait poussé sous les arbres, étalant son tapis vert. Le bosquet tout au bout était charmant, mêlé ses petits chemins tortueux, séparés par des cloisons de feuilles. Un lièvre partit brusquement, qui fit peur à la jeune fille, puis il sauta le talus et détala dans les joncs marins vers la falaise. Après le déjeuner, comme Madame Adélaïde, encore exténuée, déclarait qu'elle allait se reposer, le baron proposa de descendre jusqu'à Yport. Ils partirent, traversant d'abord le hameau d'Étouvent, où se trouvaient les peuples. 3 paysans les saluèrent comme s'ils les eussent connus de tout temps. Ils entrèrent dans les bois en pente qui s'abaissaient jusqu'à la mer, en suivant une vallée tournante. Bientôt apparut le village d'Yport. Des femmes qui raccommodaient des hardes, assises sur le seuil de leur demeure, les regardaient passer.
La rue inclinée, avec un ruisseau dans le milieu et des tas de débris traînant devant les portes, exhalait une odeur forte de saumure. Les filets bruns où restaient de place en place des écailles luisantes pareilles à des piécettes d'argent séchées entre les portes des taudis d'où sortaient les senteurs des familles nombreuses grouillant dans une seule pièce. Quelques pigeons se promenaient au bord du ruisseau, cherchant leur vie. Jeanne regardait tout cela qui lui semblait curieux et nouveau comme un décor de théâtre. Mais brusquement, en tournant un mur, elle aperçut la mer, d'un bleu opaque et lisse, s'étendant à perte de vue. Ils s'arrêtèrent en face de la plage à regarder. Des voiles blanches comme des ailes d'oiseaux passaient au large. À droite comme à gauche, la falaise énorme se dressait. Une sorte de cap arrêtait le regard d'un côté, tandis que de l'autre, la ligne des côtes se prolongeait indéfiniment jusqu'à n'être plus qu'un trait insaisissable. Un port et des maisons apparaissaient dans une de ces déchirures prochaines, et de tout petits flots qui faisaient à la mer une frange d'écume roulaient sur le galet avec un bruit léger. Les barques du pays, allées sur la pente de cailloux ronds, reposaient sur le flanc, tendant au soleil leurs joues rondes vernies de goudron. Quelques pêcheurs les préparaient pour la marée du soir. Un matelot s'approcha pour offrir du poisson et Jeanne acheta une barbue qu'elle voulait rapporter elle-même au peuple. Alors l'homme proposa ses services pour des promenades en mer, répétant son nom coup sur coup afin de le faire bien entrer dans les mémoires. Lastic, Joséphin Lastic. Le baron promit de ne pas l'oublier. Ils reprirent le chemin du château. Comme le gros poisson fatiguait Jeanne, elle lui passa dans les ouïes la canne de son père, dont chacun d'eux prit un bout. Et ils allaient gaiement en remontant la côte, bavardant comme deux enfants, le front au vent et les yeux brillants, tandis que la barbue, qui lassait peu à peu leurs bras, balayait l'herbe de sa queue grasse.